Bonjour à tous. Donc, nous sommes le 14 janvier 2024 et nous recevons pour la troisième fois Vincent. Vincent, vous pouvez peut-être compléter le très intéressant parcours que vous nous avez déjà brossé, peut-être par des points que vous n'auriez pas abordés les fois précédentes. Oui, donc alors au début, ils ont essayé de. Alors, il faut savoir que quand j'ai quitté cette société, j'avais refusé les acédiques. Hein, je voulais rien de ces gens-là. Donc, c'est ce qui a peut-être déclenché un élément compassionnel au début. Hein. Euh, donc ça, c'est un élément, puisque après, comme je l'ai dit, j'avais des jeunes couples qui venaient acheter des meubles et qui revenaient l'après-midi pour confirmer la vente avec un chaperon. Voilà. Bon, ça, c'était un des éléments. Le deuxième élément, c'était, ils ont voulu me faire croire une histoire d'amour, donc cette fameuse Emmanuelle, là, qui, malheureusement, lorsque vous la touchez, réagit comme une folle. Bon, si elle a eu un béguin, à mon avis, ça durait très peu de temps. Au tout début, un jour, elle était rentrée dans le bureau en faisant la vampe, un peu comme dans les films des années 30, passant les mains devant son visage, les doigts écartés, et puis c'était farder les yeux de façon ostentatoire ce jour-là. Quand j'ai vu ça, j'ai pas su réagir, mais malheureusement pour moi, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais réussi quelque chose. Et j'aurais dû peut-être sortir mon chapeau à plumes pour, tout en dansant autour d'elle, lui chanter la version Apache de Tu vas prendre. En fait, bon, ça aurait pu faire un bon gag de Dr. Sinnock et Madame Folding. Voilà. Bon. Après, ça a très vite changé, hein, puisque après, c'était que des provocations salaces, très vulgaires. Donc, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est certainement quelqu'un qui était sous contrôle, hein, qui était envoyé pour ça. Et puis après, donc la police m'a dit que tout venait d'elle. Alors, est-ce que c'est une... Donc, c'était une fille de la haute qui était toujours extrêmement bien habillée, une très belle brune aux yeux bleus, euh, et qui, à mon avis, peut-être qu'elle a eu des problèmes dans son enfance puisqu'on voilà, on a voulu lui faire croire que j'étais qu'un dangereux prédateur. Et la police y a cru au début, hein, puisque il y a eu des investigations de la part d'un commissaire que je connais. Et donc, il faudrait expliquer à ces gens qu'on peut avoir des traits de schizophrénie, qu'on peut être solitaire, inhibé, et pour autant n'avoir jamais joué dans Psychose de Hitchcock. Bon. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont joué là-dessus. Ils ont certainement ils ont dû dire à la police on avait affaire à une schizophrénie atypique pour essayer de justifier tout ça. Vous voyez, une fois que, une fois qu'on avait passé l'aspect compassionnel du début après mon départ de cette société. Bon. Puisque, comme on le disait, à partir du moment où ils n'arrivent pas à vous recruter, c'est binaire chez eux, vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Vous devenez une victime. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a pas, ils n'acceptent pas l'altérité. Voilà, c'est en ça qu'ils sont dangereux, ces gens-là. Vous voyez, vous acceptez que des gens puissent avoir des convictions différentes, vivre dans leur monde. Ça ne vous dérange pas, ça ne vous empêche pas de vivre et de vous réaliser. Eux, non. Eux, il faut que tout le monde soit dans leur système. Et si on n'y est pas, on est des ennemis. Vous voyez, on est vraiment dans un truc paranoïaque de base, quoi. Ils sont vraiment. Ensuite, cet hermétisme, ils se sont rendus compte de cet hermétisme et qu'ils n'arrivaient pas à ramener les gens vers eux. Et en fait, il y a quand même des éléments qui est très précis pour l'acharnement. C'est-à-dire que moi, je parle d'un problème sectaire dans le milieu pharmaceutique depuis l'année 2000. Et comme je le disais lors du première interview, les agressions au Maser ont commencé une semaine après avoir dit au téléphone à un ex-collègue, écoute, j'avais l'impression dans cette boîte de travailler dans une secte. Et c'est la semaine suivante que les agressions Maser ont commencé, et ça fait 23 ans que ça dure. Vous voyez un peu le délire. Moi, Cette boîte pharmaceutique avait des liens avec, on va dire, les officines barbouzardes classiques françaises. en tout cas, ils avaient des liens avec un laboratoire très connu, puisque tout le staff dirigeant venait de chez Servier. Et Servier est connu pour avoir des pratiques très particulières. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous voyez, même sans dire les mots, les gens ils savent à peu près à quoi on a affaire et à qui on a affaire. Donc, donc, et moi, je parlais de ça dès l'année 2000 et le ministre de la Santé, Jean-François Météi, en 2003 seulement, donc 3 ans après,
en avril 2003, parce que quand vous êtes dans un système comme ça, vous renseignez, vous êtes à l'écoute de tout ce qui peut être dit à ce niveau-là. Et Jean-François Mattei a déclaré à la radio au début avril 2003, mot pour mot, je m'en souviens, hein, mot pour mot, il a déclaré il y a un tel foisonnement de sectes de tout poil dans le monde de la santé qu'on ne sait pas quoi faire pour enrayer le phénomène. Et moi, j'en Voilà, parlais déjà c'est ça, tout est dit ouais, et entre les sectes voilà, et les services, les officines crapuleuses de l'État, les passerelles voilà. sont assez larges, hein. Donc j'avais montré qu'il y avait de l'écoute téléphonique dans cette boîte et après ça a été généralisé puisque dans la première interview, je racontais que lorsque j'appelais mon père et que je lui disais que je rentrais un beau tableau, le lendemain matin à 8 heures, j'avais des trenchies complètement affolés à chaque mur de la boutique et essayer de voir le tableau, mais je ne l'avais pas rentré. Donc. Et quand j'ai réédité l'expérience, ça a eu le même effet. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très malin ni d'être un super détective pour voir les choses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, écoutez, voilà. Et puis, ça a débouché sur une opération de brocante, hein, parce que ils ont fini par se dire, mais si ce type-là, de base, arrive à faire de l'argent là-dedans, nous, qui sommes très puissants, très organisés, on va faire beaucoup plus. Et ça finit en 2001 par le rachat comment dire, d'une organisation caritative par les Américains. Et lorsque je suis allé au salon de Versailles de cette association, j'ai vu dans le staff dirigeant tous les gens qui nous embêtaient au puces. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc effectivement, donc je parle des problèmes de secte depuis l'année 2000, je parle des problèmes d'écoute téléphonique généralisée à des fins de spoliation depuis les années 2000 aussi, et c'est devenu, comment dire, public en 2011 seulement. C'est assez dans l'air en 2011 que ils ont avoué qu'effectivement tout était écouté, absolument tout à des fins de spoliation. D'ailleurs, quelqu'un qui a décidé, Quelle surprise, hein, quelle ouais, surprise. Ah, d'ailleurs, quelqu'un qui a, Vincent, il faudrait que nous disions bonjour de la part du public également aux officines sinistres qui nous écoutent, qui vous écoutent, qui m'écoutent, parce qu'on leur dit, on leur redit qu'aujourd'hui, ils sont du côté des agresseurs, mais qu'aucune illusion à se faire pour eux, ils seront liquidés dès qu'ils auront cessé de servir, qu'ils le sachent, on le répète encore une fois. Ça, oui, c'est important. Et puis en plus, tous les gens dans le proche environnement qui vous agressent avec ces trucs-là, c'est quand même triste qu'il n'y ait aucun quant à soi. Vous voyez, il n'y en a pas un pour se dire, non seulement ce type-là n'a jamais rien fait de mal, mais en plus, il m'a rien fait personnellement. Vous voyez, il n'y en a aucun pour se dire ça. Mhm. C'est quand même gravissime. Ils sont bêtes et méchants. C'est vraiment incroyable. Et donc, et le dernier point, c'est que je fais partie de la classe moyenne. Et c'est l'objectif des gouvernants actuellement et de toutes les officines qui marchent avec ça, c'est de détruire la classe moyenne. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments qui font que je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Oui, il faudrait peut-être prévenir. Alors, malheureusement, j'ai plus les adresses, j'ai plus les noms, mais il faudrait peut-être prévenir tous ces gentils couples qui m'achetaient des trucs dans 2000-2001 pour leur dire, mais est-ce que vous savez de quoi est capable vos institutions dirigeantes, quoi. Vous voyez, leur faire comprendre qu'ils servent un truc qui est complètement malsain et dangereux, quoi. Parce qu'ils se prennent. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. L'organisation dont on parle se présente comme un mouvement de police. C'est ça le grand truc qui est même drôle. Ils se présentent comme un mouvement de police, alors qu'ils agissent vraiment comme des malfrats, hein, clairement, hein. Oui, Empoisonner les gens, les voler, ça. Oui, oui, tout à fait. hein. Petit incident là-dessus. On nous parle toujours des suicides de policiers. Oui, Oui, il y en a énormément. c'est exact qu'il y en a un certain nombre qui se suicident, mais enfin, le gendarme Jambert s'est quand même suicidé de 2 balles alors qu'il allait aller Ouais, témoigner dans un gros procès de pédo, je crois, ouais, du côté de Nantes. Pas mal de gendarmes qui veulent témoigner se retrouvent en cabane. Alors, il y a probablement un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus supporter dans ce monde dual de la gendarmerie avec une façade respectable d'un côté et des crapuleries derrière. Possible qu'ils ne le supportent pas, mais je crois qu'il y a un certain nombre de policiers et de gendarmes qui ont été purement et simplement suicidés. Voilà.
Ouais, ça craint. Ouais, ça craint. Sur profession gendarme, c'est à peu près un suicide tous les 15 jours. Donc, on est obligé de se poser des questions. Et pour Jean-Bert, c'est évident, hein, parce que les projectiles étaient lisses et on a retrouvé une carabine 22 Lorif à canon strié, donc qui laisse des stries sur le projectile. Donc, vous voyez, ça, comme quoi, il y a aucun doute possible. Et ils ont réussi, les médecins légistes, à faire croire donc à un suicide. Et c'est ce que disaient les médecins légistes, justement, qu'ils sont comme les serial killers, c'est-à-dire qu'après eux, tu peux plus rien. Une C'est fois c'est- qu'ils ont. c'est tout à fait vrai. Si vous me permettez, je veux saisir la perche, puisque j'ai moi-même fait des autopsies pendant bonne partie de ma vie. En un certain nombre de cas, je pensais que les morts n'étaient pas naturelles, mais ça n'a jamais été beaucoup plus loin. J'ai encore entendu qu'on avait retrouvé le cadavre de Monsieur Zell dans la Sambre, que le médecin légiste l'avait regardé comme ça dans le blanc des yeux et avait décrété qu'il s'était suicidé. Il y a une augmentation de 25% des décès pendant le week-end, c'est-à-dire opportunément où les contrôles sont encore moins importants que pendant la semaine. La justice, et là il faut rendre justice à la justice, est tellement paupérisée par l'État qu'elle n'est pas véritablement en mesure de faire son job. Donc mes confrères médecins légistes, oui, pour certains, comme vous le dites, et il y a des exemples aux États-Unis, par exemple, dans l'État de l'Arkansas, qui était celui de M. Clinton, où on avait là un coroner qui était tout à fait aux ordres et Ouais. qui signait n'importe quoi. On ne va pas faire le mauvais procès aux confrères ici, mais enfin, eux-mêmes sont d'accord pour dire qu'ils n'ont pas les moyens de faire leur travail sérieusement. Aux États-Unis, on parle du Clinton's Body Clinton Count. body count, oui, oui. Je Ouais. crois qu'on était à 80 déjà décès Ouais. suspects il y a une Et quinzaine beaucoup de d'années. leur, ouais, et beaucoup de leurs gardes du corps, hein, Oui, qui oui, 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 malheureusement oui, dans oui, certains oui, cas ont mais vu des trucs qu'il il fallait pas semble voir. que les gardes du corps aient du mal de garder leur propre corps Ouais. indemne. Oui. Enfin, donc, voilà. Voilà. Donc, Mais ça nous a écarté du sujet, donc vous nous oui. parliez de la médecine légale. Oui, de la médecine légale. Donc oui, le cas Jambert est très parlant et c'est ce qui prouve que tout l'appareil d'État suit, quoi. C'est ça qui est dangereux. Absolument. Voilà. Euh, Tout l'appareil d'État suit. Bah, comme on disait un gendarme très sympathique et courageux, il m'a dit le problème, c'est que ça remonte tout ça, ça remonte trop dans la hiérarchie, mon pauvre. Sous-entendu, on peut rien pour vous, quoi. On Oui, et risque d'ailleurs, d'avoir. oui, 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 d'ailleurs, j'ai interviewé là, un couple très sympathique de bergers qui maintenant, j'aurai la deuxième interview cet après-midi. Là, ça remonte directement à Monsieur Micron, c'est-à-dire que c'est l'avocat de Nestlé slash Pfizer qui intervient directement euh, pour détruire ce couple qui a eu la mauvaise idée de dire que Nestlé peut-être ne faisait pas tout ce qu'il fallait faire légalement dans la région de Vittel. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ça remonte très vite, très haut. Et ça me rappelle, ça me fait penser à quelque chose. Vous voyez, quand ils ont mis en place cette légende, comme quoi je pouvais être un dangereux prédateur, ce qu'il y a d'incroyable, c'est ils sont bêtes et lâches, parce que des prédateurs dans la classe politique, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Hein. Il y a des hommes politiques qui sont connus, c'est avéré, qui ont tué des mômes pendant qu'ils étaient en train de les violer. Hein. Oui, Des présidents qui ont tripoté des petites gamines. Hein. oui. Et ces gens-là dorment très bien la nuit, ils ne sont pas agressés au maser. Vous voyez? Mais sinon, ils ne sont pas présidents, Vincent. C'est l'inverse. Il ne faut pas s'étonner de la corruption et de la criminalité en haut lieu. Vous n'accédez au haut lieu que dans la mesure où vous êtes criminel, C'est et ça. plus vous montez, plus vous devez être criminel. Ouais, ouais, Hein, il y a tout à fait. un ancien ministre de la Culture que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà cité, Ouais, bah c'est le cas dont je parlais. Ouais. qui a été épinglé je ne sais combien de fois, et de préférence au Maroc, qui est connu également pour être une officine où la pédo est tout à fait bien enregistrée, où les Ouais, choses se ouais. passent comme ça. C'est connu, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Bah, ouais, ouais. Mais pas seulement, il y a aussi dans la mode, tout ça, des gens comme Berger qui Oui, étaient oui, mais connus. Berger, Ouais, ouais. c'était le Maroc aussi, je vous signale. Hein. Ouais, ouais, c'est très triste tout ça. C'est très triste parce que je ne sais pas comment on va faire pour renverser, revenir à des valeurs
Et renverser tout ça, je ne sais pas. Parce ils ont un pouvoir temporel qui est tellement important, vous voyez, de pouvoir surveiller tout à chaque instant de la vie. Et puis ils n'en peuvent plus, ça les rend dingues d'ailleurs. Hein, ils sont contents. Vous savez, ça fait penser à l'empereur dans Star Wars, là, qui lance des éclairs et qui est tout content de faire souffrir les gens à coups d'éclairs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oui, mais ça, c'est ce Ce que vous côté. décrivez quand même avec un sourire, mais c'est quand même du satanisme dans son pur jus, c'est-à-dire l'inversion des valeurs, ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien. Il faut quand même remettre ce complot avec des noms. Nous sommes dans un univers de sabbatéo-franquisme, de satanisme. Euh, D'un côté, vous avez, on peut bien dire quand même, le monde juif, dans lequel se trouvent un bon nombre de satanistes qui connaissent les autres. Et dans le monde maçonnique, c'est la même chose. Vous avez les maçons satanistes qui connaissent les maçons parfaitement honnêtes. Vous avez dans le monde juif des juifs malhonnêtes, enfin criminels, qui connaissent parfaitement les juifs honnêtes, mais l'inverse n'est pas vrai. Vous avez chaque fois ce paravent, ce village Potemkin où vous présente et le monde juif et le monde franc-maçon sous un jour amen, ce qui est vrai pour beaucoup, mais derrière le paravent se passe des choses absolument atroces et il n'y a que des victimes pour en témoigner. Oui, oui. Et puis, il faudrait que, par exemple, les chrétiens se réveillent parce que là, quand on voit que le faux pape, le vrai jésuite et faux pape a déclaré publiquement, il y a à peu près 2 mois, hein, vous pouvez retrouver sur le net hein, ce qu'il a déclaré, il a dit que les pédophiles iraient au paradis. C'est quand même incroyable un truc pareil, vraiment Oui, enfin, incroyable. Il a déclaré ça. Hein. oui, oui, quand il dit le paradis, il ne parle pas du même que pour vous et pour moi, hein. Ah oui, ah, d'accord. Il parle du sien, il parle du sien, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, vous avez raison, on est en train de digresser fortement de votre histoire, il faudrait y revenir, mais Mhm. tout ça se tient, hein, je dirais, depuis l'avènement du christianisme, on a eu les gnostiques, on a eu l'islam, on a eu les jésuites, on a eu le sabbatéo-franquisme, puis la franc-maçonnerie, et puis aujourd'hui, on est au stade du passage scientifique de tout ce qui était des théories et de la philosophie. Aujourd'hui, malheureusement, et vous en faites les frais, on va revenir là-dessus, ils ont mis au point des technologies qui leur Ah, permettent ah oui, de... c'est hallucinant. Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire quand même, Vincent, aujourd'hui, la vie de Vincent, de ce début de 2024, une journée de, pas Ivan Denisovitch, mais de Vincent Denisovitch Ouais, ouais. face à la meute. Donc, bah, ma vie, donc heureusement, j'ai une société où les dirigeants sont compréhensifs. Bon, comme je le disais la première fois, lorsqu'un employé a un discours pareil, on a le droit de se poser la question s'il n'est pas complètement dingue. Donc, ils se sont renseignés. Et puis, un jour, un de mes patrons m'a convoqué, il m'a dit, écoute, Vincent, rassure-toi, ils ne sont pas là. Bon, donc, ils sont assez coulants parce que, vous savez, quand vous avez des minuit, hein, il faut savoir que aujourd'hui, on est à 16 ans de privation de sommeil. Donc, je soupçonne que des gens de cette boîte-là de marketing médical me croiseraient dans la rue aujourd'hui, ils ne me reconnaîtraient pas. Parce que vous êtes médecin, vous savez très bien que c'est la nuit que le corps se régénère et se répare. Quand vivez 16 ans de privation de sommeil, c'est-à-dire que vous êtes en dessous des normes pendant 16 ans, eh bien, vous êtes métamorphosé physiquement. Je suis méconnaissable par rapport aux années 2000. Donc au moins, je suis sûr que la nana, elle ne viendra plus me faire une comédie du genre, tiens, un coup, tu vas me foutre. Hein. Ça, c'est sûr, c'est fini au moins pour ça. Et donc voilà, donc bah, écoutez, quand je fais mes courses, je fais attention parce que souvent, par exemple, quand vous allez au supermarché, le type qui est après vous à la caisse, vous apercevez 1 heure plus tard que vous avez été dosé. Enfin, j'ai inventé des mots hein, pour décrire les agressions masères, donc j'appelle ça un dosage. Vous avez été dosé au niveau de l'oreille gauche et du bras gauche, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, ça s'est produit Et à quand la vous arrivez, caisse. c'est ça, quand vous arrivez à la caisse, vous n'avez pas le moyen de changer brutalement de caisse quand vous avez un type derrière vous ou une personne Bah complètement. non, malheureusement, parce que vous faites votre course de semaine, vous avez plein de produits, donc Oui, mais vous en êtes arrivant à coincé. la caisse, par exemple, vous allez à la caisse 2, et puis au tout dernier moment où vous allez Ah oui, passer, vous passez à la 3 et vous voyez bien, c'est quelqu'un qui vous suit, quoi. oui,
Oui, effectivement, mais pour ça, il faut être un peu paranoïaque et c'est ce qui Il fait faut. d'ailleurs que je Oui, m'en sors bien psychologiquement, c'est qu'ils n'ont pas réussi à me rendre complètement parano. Bon, oui. j'ai quand même pris des précautions comme l'histoire des caméras, des choses comme ça, les loquets, qui ont quand même bien calmé les actes de stalking. Mais voilà, mais par nature, j'arrive pas à être dans ce délire de dès que je sors, ils vont m'agresser, etc. Vous voyez. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que au bout de 23 ans, je n'ai pas fait de dépression et que je tiens la route psychologiquement. Mais c'est quand même dur à vivre. Les privations de sommeil, c'est terrible. Et puis, depuis autant de temps, d'ailleurs, c'est terrible. Ouais, ça, les agressions, j'ai peur pour mon avenir sanitaire, hein, comme je l'ai expliqué, la super agression de 2007 suite à la tentative d'explication avec un cuisinier très connu. Donc, j'ai quand même 2 extractions osseuses sur chaque bras. On le sent, hein, quand on passe le doigt dessus, on les sent, hein. Donc ça, à terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. Vous voyez, des choses comme ça, hein, c'est quand même flippant, hein. Donc ça, les produits qui m'ont fait inhaler, euh, voilà. Alors, ça, j'avais oublié de le dire. Par exemple, quand j'avais ma boutique, un jour, un de ces types est venu. Il s'est mis sur l'estrade. Moi, j'étais en boutique en train de m'occuper d'un client. Il s'est mis sur l'estrade, puis je l'ai vu. Il avait un long manteau bleu, vous savez, genre au style capote qu'ont les médecins hospitaliers, les capotes bleues. Vous savez, souvent, en France, ils ont des capotes Mhm. bleues assez longues. Et je voyais dans sa main gauche, dans sa poche, vous voyez, il est en train de dévisser un truc. Il est en train de dévisser un truc. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, la semaine suivante, ma boutique, mes 2 boutiques d'à côté, on était malades à crever, on avait une grippe, voilà. Alors que tous les autres n'avaient rien. Vous voyez. Mhm. Et depuis, alors c'est pour ça que je suis sûr que ils nous font ça régulièrement. Régulièrement. Pourquoi? Parce que pendant la période Covid, où on aurait pu attraper le Covid, etc., j'ai fait ni bronchite, ni grippe, ni rien. Alors que toutes les années précédentes, alors que personne n'a rien, moi, à chaque fois, je me retrouve avec une bronchite, une grippe ou un truc comme ça, et je suis sûr qu'ils gazent le camion, tout simplement. Ils gazent l'utilitaire, comme ils l'ont fait avec des produits qui vous empêchent de dormir ou autre. Je suis sûr que c'est ça. C'est pas compliqué, hein. Vous prenez un labo, vous avez une souche, vous la Oui, il n'y a cultivez, aucun vous problème. vaporisez. Je suis sûr que c'est ça. J'ai pas de preuves, si vous Oui. voulez. Ça pourrait être justement, on pourrait me dire, mais monsieur, vous délirez, vous êtes Mhm. paranoïaque, hein. Mais à la différence que si c'était, je me trompais là-dessus, je ne serais pas le seul à chaque fois à choper ce truc-là, vous voyez. Alors que j'ai une bonne immunité, j'ai été malin, j'ai aucun vaccin. Il faut dire qu'on avait un historique, nous, familial, qui est intéressant. Ma mère a fait toute sa carrière avec 2 professeurs mondialement connus, donc le professeur Georges Maté à l'ICIG de Villejuif et Léon Schwarzenberg, qui a été le ministre de la Santé le plus court de l'histoire de la République, et qui, lorsqu'on était gamin, on était malades, c'est lui qui nous occultait. Et vous voyez, pour vous dire, en 1970, j'avais 10 ans, il disait à ma mère, surtout, ne vaccine pas tes enfants et ne leur donne pas de Coca-Cola. Ouais, en 1970, vous vous rendez compte? Donc déjà, on savait, hein, d'ailleurs c'est prouvé, maintenant il y a plein d'études qui prouvent que l'autisme est lié aux adjuvants des vaccins, mercure, aluminium, etc., hein. Quand vous regardez les courbes statistiques du nombre de vaccinations et la courbe de l'autisme, elles sont parallèles, elles sont exactement les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Je me permets de vous interrompre aussi parce que quand j'étais petit, étudiant en médecine, j'avais été frappé par la disposition de la sclérose en plaques dans le monde. Et la sclérose en plaques était strictement superposable à la carte des vaccinations dans le monde. Voilà, pareil, comme l'autisme. Eh ben, c'est grave. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, je l'ai lu récemment, il y a plusieurs études universitaires qui montrent que les carnets de Pasteur sont bidons. C'était Mhm. une fraude. Et Pasteur, comme par hasard, était franc-maçon. C'est vrai, ça devient une habitude. Ouais. Alors, c'est sûr, c'est ce que je dis maintenant. Le seul conseil, alors, s'il y a des ambitieux qui nous écoutent, c'est pas compliqué. Vous voulez réussir dans la vie, vous retrouvez dans une situation sociale très élevée, que vous soyez compétent ou incompétent, vous rentrez en franc-maçonnerie, en scientologie ou chez les évangélistes et ça ira très bien pour vous. Parce que vous serez dans une mafia. C'est ça qui est triste actuellement. On ne peut plus dire je fais partie d'un droit civil de la République. Si vous voulez réussir, il faut être dans une mafia. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme aux États-Unis.
Mais tout à fait, tout à fait. Pour la raison que je vous ai dite, vous ne montez qu'à mesure qu'on vous tient. Voilà, exactement, C'est comme simple que tout le ça. monde. C'est très facile à comprendre. Voilà, Vincent, ben écoutez, je vous propose peut-être d'en arrêter là temporairement. Ouais, J'en profite pour vous remercier une fois de plus et dire que ce que vous faites, c'est une des rares façons que nous avons de nous défendre vis-à-vis de ce qui arrive. Également, vous féliciter pour votre courage et j'espère que votre on n'a pas le exemple. choix, on n'a pas envie de mourir, hein, on n'a pas le choix. Non, mais certains préfèrent mourir à genoux et dans le silence, et d'autres prennent des risques de parler, de s'exposer comme vous le faites. Et voilà, c'est important à dire. Nous sommes dans un processus, nous en avons parlé tout à l'heure, un processus apocalyptique. Vous voyez le cavalier de la guerre, le cavalier de l'épidémie, le cavalier de la famine et également le contrôle du temps, des tremblements de terre, puisqu'on sait que HARP peut faire tout ça. Ceci nous impose d'être plus que nous n'avions été dans une Ouais. situation entre guillemets normale. C'est une épreuve qui nous est imposée. Essayons Ouais. d'être non seulement à la hauteur de cette épreuve, mais peut-être de nous élever au-dessus de nous-mêmes ou de ce que nous étions Ah, on n'a pas le avant choix. que cette épreuve soit devant nous. Ouais. Voilà. Vincent, un tout grand merci et sans doute à bientôt. Oui, à très bientôt. Je vous tiendrai au courant s'il se passe des choses, hein. De toute façon, j'ai votre email. Voilà. Avec À très plaisir. bientôt. Merci encore. Au Merci, au revoir. revoir.